Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie que vous puissiez assister à cette seconde table ronde, seconde et pas deuxième, bonne nouvelle, sur un thème très riche, quel rôle pour la sanction dans la régulation. Alors, je vais commencer par une petite boutade. En tant que membre de la commission des sanctions depuis bientôt 10 ans, je ne peux pas ne pas considérer que la sanction exerce un certain rôle dans la régulation. Mais une fois qu'on a dit ça, reste à déterminer lequel. Et là, le sujet devient beaucoup plus complexe. Alors, une première approche consiste à regarder un petit peu dans le rétroviseur pour voir les décisions de sanctions qui ont été rendues ces dernières années. Madame la Présidente a donné les chiffres 2024, donc 12 décisions de sanctions pour à peu près 27 millions d'euros. Quand on regarde l'année précédente, 2023, 17 décisions de sanctions pour près de 35 millions d'euros. Et 2022, on atteignait pratiquement 100 millions d'euros, 99,58 millions d'euros. Donc on se dit, oh là là, finalement, ce rôle est de plus en plus réduit. Ce qui oblige à regarder les choses de façon un petit peu plus approfondie. Pour revenir à un grand auteur qui est notre maître à tous, Jean Carbonnier, quand on regarde sur cette sanction, il nous explique que l'absence de contentieux peut, à une vue humaine, présumer l'absence totale de violation de la règle. Et donc, on se dit, mais c'est merveilleux, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Ces 3 dernières années, il y a eu de moins en moins de violations de la règle et vous avez, tous acteurs du secteur, été de plus en plus vertueux. C'est peut-être une réponse possible. C'est peut-être une réponse, mais il relève aussi l'inefficacité statistique, donc ce qui tempère un petit peu notre enthousiasme et qui oblige à aller un petit peu plus en avant et peut-être regarder ces montants de sanctions. Ces montants de sanctions, et on voit que ces montants de sanctions sont en chute ces dernières années, mais là aussi, il ne faut pas forcément s'arrêter à ces chiffres pour apprécier le rôle de la sanction. Pourquoi ? Eh bien parce que ces montants de sanctions, ils sont évidemment déterminés par beaucoup d'éléments. Ce chiffre 2022 a été produit à 93% par une seule sanction. Donc, ce n'est pas très significatif. Quand on regarde que la France est le premier, 70% du montant cumulé des sanctions prononcées à l'échelle de l'Union européenne sont en France, mais évidemment, ça n'a rien de significatif vu la taille de notre marché. Donc, toutes ces approches sont finalement assez vaines et nous empêchent d'avoir une réponse de prime abord sur ce rôle de la sanction. D'autant plus que le thème, ça n'est pas le rôle de la sanction, c'est le rôle de la sanction dans la régulation. Dans la régulation, et ce pronom au singulier renvoie à une notion générale de régulation qui est de très bonne aloi parce qu'on voit que finalement, les relations entre régulations sont de plus en plus fortes. Des échanges de plus en plus nombreux entre régulations, et je citerai un exemple de ces échanges importants entre régulations, c'est une communication de juillet 2025 où l'AMF et l'AFA ont appelé ensemble à la vigilance sur le risque de corruption privée par les réseaux criminels de personnes physiques ayant accès à des informations privilégiées. Et on voit que la corruption qui relève de l'AFA, l'utilisation d'informations privilégiées qui relèvent de l'AMF se combinent et certaines personnes, en fait, incitent par la corruption, corrompent pour obtenir des informations privilégiées. Et heureusement que les deux régulateurs se sont mis ensemble. La régulation également parce qu'il y a non pas
des échanges, mais un partage de missions, et c'est la décision qui a été citée par la présidente tout à l'heure, la décision du 11 décembre 2024, où l'AMF a sanctionné un commissaire aux comptes. Les termes de la décision ont été rappelés, et on voit très bien qu'il n'y a aucun chevauchement entre les missions des deux régulateurs. L'AMF a sanctionné par le fait que ça avait trompé le marché, et le H2A, s'il le souhaite, peut également exercer sa mission de régulation. Donc, tout va bien. Donc, finalement, on se retrouve avec un sujet très riche, très important, mais sur lequel les réponses sont difficiles, et c'est la raison pour laquelle on est très heureux d'avoir réuni ce panel de grande qualité qui m'entoure, et que je remercie d'avoir participé à cette seconde table ronde. Alors, dans l'ordre qui apparaît sur votre écran, à ma gauche, tout d'abord Marianne Frison-Roche, professeure de droit de la régulation et de la compliance, qui a écrit énormément sur ces sujets et dont nous sommes très impatients d'entendre les éclairages. Sébastien Raspilière, secrétaire général de l'AMF, qui donnera donc la vision d'un régulateur, du régulateur qui reçoit en partie aujourd'hui. De nouveau sur ma droite, Maître Samuelan, qui est avocate associée au cabinet Janté. Et enfin, un autre régulateur que nous sommes ravis d'accueillir, Vincent Villette, qui est secrétaire général de la Commission nationale informatique et liberté, donc la CNIL. Sujet très riche que l'on va aborder en deux temps, un temps un peu statique et un temps plus dynamique. Un temps plus statique tout d'abord pour s'interroger sur la place du répressif dans la régulation. Donc, finalement, selon l'avis de chaque personne de cette table ronde, quelle est la place du répressif dans la régulation? Et je donnerai tout d'abord la parole à Marianne Frison-Roche, qui étudie ces questions depuis longtemps, qui a entamé la réflexion doctrinale de longue date sur ces questions de régulation et qui va donc pouvoir nous partager ces éclairages. Madame la Présidente, merci beaucoup. C'est vrai, c'est de longue date. C'est de longue date parce que je me souviens qu'aux premiers entretiens de la commission de régulation, de la commission des sanctions, on m'avait demandé de définir la régulation. Et alors, là on est, je crois, au 18e. Et on a toujours une... Alors maintenant, on est dans l'interrégulation. Mais on a toujours une difficulté de savoir que c'est la nature de la régulation. Et puis, je ne sais pas si c'est statique, enfin, on a toujours le même problème ou le même enjeu de définition de ce que c'est que la répression, parce que ça ne va pas être la même définition suivant qu'on est le régulateur ou suivant qu'on est la personne frappée, morale ou physique. Et précisément, je me souviens dans un des ouvrages, il y avait un secrétaire général de l'autorité des marchés financiers, je crois même qu'à l'époque, elle s'appelait la COB, qui avait intitulé son article « La régulation et la sanction bras armés du régulateur financier ». Et en vous écoutant tout à l'heure, je me suis dit, voilà l'expression qui revient de bras armés de la régulation. Oui, c'est bien comme ça qu'un régulateur voit, définit, ressent. Enfin, c'est son sentiment. Pour lui, c'est ça une sanction. C'est son bras armé. Lui, le régulateur, il a une mission au regard d'un système financier qu'il a en charge. Il veut le bien du système, la stabilité du système, la transparence du système, l'intégrité du système. Et puis, il a différents outils
C'est comme ça que parlerait la Commission européenne, sa toolbox. Et puis, il a une pince à épiler, et puis il a un marteau, et puis il a un marteau-piqueur, et puis alors il en a un beaucoup plus puissant que les autres, qui va frapper. Ça va être la sanction. Mais enfin, c'est un outil parmi d'autres. S'il veut murmurer, il va faire une CEGIP, enfin l'équivalent, une composition administrative, ou bien il va prendre une voix plus ou moins forte, et quand il va prendre une voix de stentor, ça s'appellera une sanction. Mais en fait, tout ça, c'est une gradation. Pour lui, ça va être ça, un outil qui est plus audible que les autres. C'est fait pour être entendu par celui qui est sanctionné, mais enfin, c'est surtout fait pour être entendu par les autres régulateurs et puis par tout le système financier français et puis internationaux. Oui, mais celui qui est frappé, la personne morale et puis la personne physique, ah ben lui, c'est peut-être pas comme ça qu'il le ressent. Et les juges qui, non seulement eux aussi, ils écoutent parce que c'est les juges du recours, mais enfin c'est aussi le Conseil constitutionnel, c'est aussi la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la Cour de justice. Eux, c'est la matière pénale, et ils se disent, parce qu'ils se mettent à la place de la personne, l'être de droit qui est sanctionné, ils se disent que la personne est sanctionnée pour un comportement dolosif en fonction de la gravité de ce qu'on lui reproche et on lui donne une sanction significative. Et là, vous avez la définition de la répression de la matière pénale. Et je crois que ce n'est pas du tout ressenti, si on peut définir comme ça, ce n'est pas du tout ressenti de la même façon, suivant que, et c'est pourtant bien le même objet, suivant que c'est manié légitimement du point de vue du régulateur comme un outil pour réguler un système, et suivant que c'est ressenti par la personne frappée. Et quand c'est la personne frappée, en droit pénal, dont on nous a si bien parlé tout à l'heure, le droit pénal et la punition, elle est indissociable de la procédure. Alors qu'un régulateur, pas forcément. En droit pénal, si vous vous souvenez, quand on a appris le droit pénal quand on était petit, quand on ne le pratique pas forcément, mais quand on l'a appris, on apprend d'une façon indissociable procédure pénale, droit pénal. Et dans la procédure pénale, on met en premier les droits de la défense. Et les droits de la défense, le premier, c'est le droit de ne pas coopérer. C'est le droit de mentir. C'est le droit de se taire. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est le droit de ne pas jouer le jeu. Que l'on soit innocent ou coupable, les droits de la défense sont identiques pour la personne qui risque une décision qui va la frapper. Et vous ne pouvez pas dénaturer la sanction comme vous ne pouvez pas dénaturer ce qu'est la mission régulatoire de l'autorité en général. Du coup, quel est l'enjeu de définition ? C'est la définition même de la commission des sanctions. Parce que si la commission des sanctions est purement et simplement le bras armé de l'autorité des marchés financiers, je comprends bien que sa première mission est de participer avec ses informations et sa capacité de s'adresser au marché à la vaste mission de régulation du système. Mais si, comme l'explique régulièrement le Conseil constitutionnel, par exemple, dans sa dernière décision du 26 septembre 2025, c'est de se comporter comme un juge, comme un autre juge. À ce moment-là, ce qui va être mis en premier,
c'est les droits fondamentaux de la personne morale ou physique qui est en risque d'être sanctionnée, peut-être d'être tout à fait légitimement sanctionnée parce qu'elle sera coupable, mais d'être protégée. Et quand je regarde la commission des sanctions et toutes les décisions qui sont rendues, je ne suis pas tout à fait sûre qu'elles se définissent vraiment, au regard de la procédure, comme une juridiction. Mais je vois bien aussi, quand j'écoute ce qui vient d'être dit précédemment à cette présente table ronde, quand j'entends le PNF qui dit qu'il collabore avec l'autorité des marchés financiers, car ce sont deux autorités indépendantes, j'entends donc un parquet qui se définit comme une autorité indépendante. Là, je me dis, voilà la deuxième fois qu'il faut que je recommence mes études de procédure pénale. J'avais fait une thèse en procédure pénale, mais je me dis, peut-être la procédure pénale a changé complètement de fondement. Il n'y a peut-être pas que le gouvernement qui changerait, il y a aussi la Constitution qui changerait, parce que je n'étais pas au courant que le parquet national financier était une autorité indépendante. Mais peut-être que ça a changé. Et peut-être que donc les parquets seraient des autorités indépendantes et la commission des sanctions serait une entité qui ne serait indépendante que fonctionnellement et ne serait que le bras armé d'une mission de régulation qui lui ferait disparaître ce qui est l'essence de la matière pénale. Je pense que ces questions de base, ces questions simples, elles doivent être vraiment à l'esprit de la commission des sanctions, devant laquelle je rappelle que le secrétariat général et le service d'enquête ne sont que des parties. Merci pour ce rappel, parce que j'allais justement faire un rappel un peu, comment dire, de droit de médecine. C'est que si c'est un bras armé, c'est quand même un bras qui est séparé du corps. Ah bah donc si c'est un peu compliqué. Du corps, ça va. La commission des sanctions, et je me tourne vers le secrétaire général de l'AMF, c'est vrai qu'entre nous, il n'y a pas que 20 cm, il y a une muraille très, très étanche. Donc, c'est difficile que nous soyons votre bras armé, mais malgré tout, c'est très important, dans la continuité de ce qu'a expliqué Marianne Frison-Roche, que vous expliquiez le ressenti du régulateur. Nous avons la chance d'avoir deux régulateurs à cette table ronde, et donc nous aurons le ressenti de deux régulateurs sur cette question de la place du répressif dans la régulation, et le ressenti des régulateurs, même si le bras armé est un peu indépendant, il a quand même un réel ressenti de la sanction et du répressif. Non, merci beaucoup. Je ne vais pas remonter jusqu'à Montesquieu. En tout cas, ce qui me paraît clair, c'est qu'on est dans la sphère publique, et quand on prend l'autorité des marchés financiers, il y a différents métiers. Il y a le métier de la réglementation, qui se fait d'ailleurs de plus en plus au niveau européen et qui se déconnecte parfois, dans ce cadre, de l'aspect potentiellement répressif. Il y a un travail de supervision des acteurs qu'ils ont mis en place, les procédures, les organisations, les moyens pour pouvoir correctement faire leur métier au regard du respect notamment des textes. Et puis il y a la répression quand ce n'est pas le cas. Alors répression avec toute la filière répressive derrière, ça c'est une partie de mon métier et c'est une partie de la partie. C'est-à-dire que dans la filière répressive, comme vous l'avez rappelé Sophie, la commission des sanctions est évidemment indépendante, donc je vois la directrice de l'instruction du contentieux des sanctions que je note pour 1/3 sur la partie qui peut relever, et Valérie Michel-Salem, la présidente de la commission des sanctions, qui la note pour 2/3. Voilà. Donc Amélie, c'est 2/3, 1/3. Si je reprends l'exemple d'un corps humain, je vous rassure, on ne la découpe pas, mais c'est bien l'idée. Et moi, le tiers, c'est l'ouverture des enquêtes et des contrôles. Alors évidemment, quand on les ouvre, on le fait de plus en plus sur une approche par les risques, en se disant que ça va aboutir peut-être à quelque chose. Mais il y a quand même toujours la part
de découverte dans le cadre. Alors dans un contrôle, peut-être un peu moins que dans une enquête, mais quand même. Il y a une part, on va dire, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Là, je ne vais pas reprendre Forrest Gump, on n'est pas encore là, mais c'est pour vous donner l'image. Alors, par rapport au corps humain, je ne sais pas si c'est une bonne expression de bras armé, parce que vous l'avez dit, Sophie, ça voudrait dire qu'il y aurait un cerveau qui donnerait les instructions au bras armé. C'est un bras armé indépendant, donc ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence autonome. Sur la base, par ailleurs, d'un travail fait et le contradictoire qui est refait par le rapporteur de la commission des sanctions. Il n'y a pas de cerveau au collège. Il y a un cerveau sur beaucoup de choses, mais en la matière est l'auteur de la poursuite. Et puis, comme je l'ai dit, il y a l'ouverture des enquêtes et des contrôles. Alors, je le dis parce que quand j'étais plus petit, j'ai vu apparaître dans mes précédentes fonctions la création du parquet national financier. Je ne vais pas revenir sur ses origines, je pense que vous les avez encore toutes en tête. Mais peu de temps après est arrivée une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur le ne bis in idem. Et très peu de temps après, donc le parquet national financier, fort de sa création très récente, pour répondre à un contexte très pressant, est évidemment tout à fait légitime à dire que ce type de dossier, où il peut y avoir une matière pénale, je pense notamment aux enquêtes, en matière d'abus de marché, délits d'initiés ou autres, peut être de son ressort. Et je me souviens avoir, défendu une ligne dans l'interministériel, parce que j'étais à l'époque dans l'administration, de dire oui, certes, et de toute façon le pénal existe, c'est prévu par les textes européens, l'administratif peut aussi exister, ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais ça existe de longue date en France, et l'autorité des marchés financiers après la COB. Je le dis juste, c'est qu'à cette époque, il y a quand même eu sur la table l'idée qu'on arrête l'administratif et qu'on met tout au pénal. Il dit que ce ne serait pas forcément une bonne idée pour plusieurs arguments assez prosaïques, pragmatiques, et on s'efforce, maintenant que je suis passé de l'autre côté, à faire toujours respecter, qui est que ça peut être plus rapide, pour certains cas de figure quand même plus efficace, parce qu'on n'est pas obligé de toujours mettre des gens en prison, enfin, etc., etc. Mais qu'en même temps, oui, on avait moins de pouvoir d'enquête et d'investigation. Je le dis parce que dans la proposition de loi qu'a déposée le député Labaronne, évidemment, sur laquelle on s'était forcé de nourrir beaucoup les idées, il y a ces idées, par exemple, d'optimiser entre l'enquête et entre la filière administrative et la filière pénale. Mais c'est deux choses différentes, pour rejoindre ce que vous avez indiqué. Je voudrais juste signaler que sur les droits à la défense, on est très vigilant. Alors peut-être pas par éducation de l'enquête pénale, mais par juste le souci du résultat qui est que tous ces efforts d'enquête et de contrôle ne soient pas mis à bas par des vices de procédure, sachant qu'on a affaire à des avocats de défense qui sont très bons, en règle très générale si ce n'est systématique. On est sur des matières où il y a une vraie compétence. On est très rarement pris en défaut en la matière. Et donc c'est bien pour nous, mais parce qu'on est très vigilant là-dessus, et ça explique qu'évidemment on essaye d'anticiper quand on sent qu'il y a une évolution générale qui, je ne sais pas, commenter sur les droits de la défense. Bon, si j'en reviens très rapidement, l'ouverture des contrôles et des enquêtes relève du pouvoir du secrétaire général, juste pour vous expliquer qu'on est peut-être une cheville, je dirais pas ouvrière, mais enfin ça part quand même de nous, parce que si on n'ouvrait pas, de toute façon, il n'y aurait rien à la commission des sanctions, ni rien en intermédiaire au collège. C'est mon pouvoir. C'est fait sur une approche par les risques, et là nous retrouvons des facteurs très humains. Quand on dit approche par les risques, c'est évidemment des alertes, notamment par des gens, et c'est là où on se raccroche à quelque chose de très concret. Ça peut être des messages d'épargnants qui s'estiment maltraités, lésés, floués, arnaqués, ça arrive. Ça peut être sur des lanceurs d'alerte. Ça s'est beaucoup développé avec même période que la création du PNF d'ailleurs. Mais avec un cadre qui est très, très formalisé. Et puis évidemment sur nos travaux de supervision. Donc tout ça pour dire sur l'articulation, régulation, supervision, et je me permets de rajouter le terme supervision et répression. C'est bien ce travail de se dire, on détecte en amont, sur la base des risques, on va ouvrir, on va mener des contrôles, des enquêtes, et après, en fonction de ce qu'on a trouvé, on propose. Et le reste dispose et juge. Mais là, pour le coup, je pense que c'est vraiment clé, ça a
toujours été comme ça autant que je m'en souvienne, et ça doit rester ainsi, cette séparation des choses. Alors, évidemment, à la fin se pose la question, mais là il faut savoir s'élever au-dessus de la conviction, donc là j'essaie de passer du statut de cheville à statut de chapeau, qui est, est-ce que ça répond à une œuvre d'ensemble? Et donc, est-ce que la sanction peut effectivement rétroagir sur la régulation? Honnêtement, quand on propose à l'autorité de poursuite, donc le collège des griefs, c'est ce qu'on a à l'esprit, évidemment. Pourquoi? Parce que nous, on a la vision de se dire ça permet de rétroagir, et si ça permet de faciliter le travail de la supervision ou de le rendre plus efficace, c'est gagnant. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Juste pas parce qu'on s'est levé le matin en se disant qu'on est intelligent, c'est parce que c'est écrit dans la mission que nous a confiée le législateur. Et il me semble que c'est la même chose, c'est une mission qu'a confiée le législateur au collège, comme à la commission des sanctions, chacun dans son périmètre, chacun suivant ses compétences, le respect de son indépendance. Mais je termine juste parce que j'ai un peu fait sur la création du parquet national financier, mais ça vous avez évoqué. Ce que je m'étais dit à l'époque, c'est toujours vrai, c'est que, imaginons un monde où toutes les enquêtes sont traitées par le PNF, dès qu'il y a un peu du pénal possible pour l'AMF. Ça voudrait dire qu'il y a moins de matière pour le collège, moins de matière pour la commission des sanctions, automatiquement. C'est là où on retrouve une certaine articulation. Est-ce que ça aurait une capacité de rétroaction similaire à celle qu'on a aujourd'hui au sein de l'AMF sur ces sujets-là? J'en suis pas convaincu. Est-ce que pour autant, il y a eu des discussions ou des difficultés dans l'attribution entre le parquet national financier et l'autorité des marchés financiers? Il n'y en a pas eu. Alors, il n'y en a pas eu parce qu'on est aussi des gens de part et d'autre qui savent se parler. Mais c'est pour dire que ça me paraît être fluide parce que à la fin, il y a quand même un cadre législatif qui fixe des missions et sur lesquelles nous, quand on s'est investi et qu'on a souhaité rejoindre l'autorité des marchés financiers ou le parquet national financier, je peux me parler à eux, je pense que c'est ça qui nous guide et que quelque part, c'est ça qui unit le chapeau, tous les membres, voilà, le bras armé, le cerveau, le cœur, je ne sais pas pour le collège, peut-être les deux, et la cheveux ouvrière qui est tous les gens avec moi qui travaillons au début, en amont sur les enquêtes et les contrôles. Merci. Je pense que nous avons la chance d'avoir aussi un cerveau. Donc le bras a aussi son cerveau, ce qui me permet de répondre à une question qui a été posée, qui considère se demande si c'est pas anormal que l'AMF instruise, entre parenthèses collège, et sanctionne, commission des sanctions. Vous pouvez comprendre que cela semble dangereux sur les conflits d'intérêts d'un point de vue extérieur. Ne serait-il pas mieux de créer un tribunal indépendant, surtout quand on voit le montant des sanctions prononcées et la nature quasi pénale de l'AMF? Je répondrai juste par un mot qui montre notre totale indépendance entre le secrétaire général, donc qui représente l'AMF, et le collège, et la commission des sanctions. C'est que certaines décisions de la commission des sanctions sont frappées de recours par l'AMF elle-même. L'AMF elle-même frappe de recours certaines décisions de la commission des sanctions. La preuve qu'ils ne sont pas toujours contents de nous, donc la preuve de notre indépendance. Alors, un autre régulateur, peut-être une autre pratique face à la répression. Merci beaucoup, bonjour à tous. Effectivement, devant ce panel, je me fais un peu l'effet du cousin d'Amérique qui arrive avec ses spécificités et puis ses singularités. Je pense que l'idée de mon intervention, ce sera plutôt de pointer justement les spécificités de la CNIL pour que ça interroge en retour peut-être les pratiques que vous pouvez davantage connaître. Il y a 4 spécificités sur lesquelles je voulais mettre l'accent dans le cadre de ce premier tour de table. La première spécificité, qui est un élément d'historique, c'est que si la CNIL est la plus ancienne des AI, elle a été créée en 1978, son pouvoir de sanction est longtemps resté modeste. Modeste pour 2 raisons. C'est d'une part parce qu'avant le RGPD, en fait, on était dans une logique de formalité préalable, plutôt de surveillance ex ante, et donc moins de besoin ensuite d'aller contrôler et le cas échéant sanctionner. Et le deuxième point qui était marquant et qui explique le fait que la sanction n'avait pas un grand rôle dans l'action de régulation de la CNIL, c'est qu'en réalité, on était davantage au début pensé comme une autorité destinée à surveiller
l'action des acteurs publics, c'est notamment les fichages, qui est à l'origine de la création de la CNIL avec le scandale Safari que vous connaissez sûrement. Or, pour les acteurs publics, et singulièrement pour l'État, on voit bien que la sanction, et notamment la sanction pécuniaire, n'a pas vraiment de sens, puisqu'on arrive vite à une logique de bonne taux. Et ce qu'il y a d'intéressant, parce que c'est un cas quasi chimiquement pur, c'est que finalement, le RGPD qui est intervenu en 2018 a introduit un complet renversement dans la place de la sanction dans la régulation. Donc avant 2018, je l'ai dit, une sanction qui avait peu de place et avec des montants faibles, puisqu'on était à maximum 150 000 €, voire 300 000 € en cas de récidive. Le RGPD arrive et il dit c'est 10 ou 20 millions d'euros en fonction de la nature des manquements et jusqu'à 2 ou 4% du chiffre d'affaires mondial de la société mise en cause. Et ça, ce changement de braquet, ça a bouleversé l'action répressive de la CNIL. Et je pense que je veux juste prendre quelques chiffres pour que ce soit parlant. De 2010 à 2018, donc avant l'entrée en vigueur du RGPD, il y avait à peu près 4 sanctions pécuniaires qui étaient prononcées par an par la CNIL. Et au total, sur cette période de 8 ans, la CNIL, donc la formation restreinte, donc qui est votre commission des sanctions, a infligé 1,2 million d'euros d'amende. Sur la période post-RGPD, donc 2018-2026, on est à 25 sanctions par an, donc 5 fois plus, un peu même plus que 5 fois plus. Et au total, les montants accumulés s'élèvent à 1,2 milliard d'euros. Donc on est fois 1000 sur la même période de temps, avant RGPD et post-RGPD. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit que l'augmentation de ces montants, enfin des plafonds applicables, et le changement de logique porté par le RGPD, qui était de dire on va basculer d'une logique ex ante de formalité préalable à une logique ex post d'accountability avec sanctions si vous ne respectez pas les règles du jeu, a vraiment changé la place de la sanction et amené aussi la CNIL à se repositionner différemment. Puisque historiquement, la CNIL se pensait davantage comme une institution militante avec aussi une posture tribunicienne. C'est pour ça que ces sanctions prenaient souvent la forme d'un avertissement. Et on est davantage aujourd'hui sur une autorité qui se conçoit comme une autorité qui participe à la régulation du numérique, qui a dans son escarcelle énormément d'acteurs privés et qui touche notamment les géants du numérique, ce qui forcément influe un peu sur la manière de concevoir son action répressive. Le deuxième point, la deuxième spécificité qui me paraît intéressante, c'est que le pouvoir de sanction de la CNIL, il s'exerce avec en arrière-plan des droits fondamentaux, puisque nous, notre vocation, c'est de faire respecter au total le droit à la vie privée, le droit à la protection des données personnelles. Et ça, dans la pratique, ça a, à mon sens, deux implications s'agissant des quantums des sanctions qui sont prononcées. La première implication, et qui n'est pas toujours facile à expliquer aux acteurs, c'est que c'est du coup difficile d'adosser le montant des sanctions prononcées à une grille d'analyse purement objective, puisqu'on n'est pas sur une logique de quel est le gain tiré de la pratique illégale, puisqu'on est ici sur une atteinte à un droit fondamental. Deuxièmement aussi, le fait qu'on soit dans le souci de corriger une atteinte portée à un droit fondamental, ça met un impératif d'efficacité à la sanction qui est d'autant plus fort. Et c'est ce qui explique aussi que la commission des sanctions de la CNIL ait récemment mis des amendes très fortes à Google de 325 millions d'euros et à Chine de 150 millions d'euros, avec l'idée de se dire, c'est des acteurs qui avaient été pour Google en situation de récidive et il faut taper fort pour que finalement cette mise en conformité s'opère, parce que de cette mise en conformité dépend le respect de droits fondamentaux dont nous avons la garde. La troisième spécificité qui me paraît importante ici, c'est que à la CNIL, nous sommes un régulateur transversal et qu'on n'a pas d'assujettis naturels, c'est-à-dire qu'on n'a pas un petit cercle d'acteurs qu'on connaît, qu'on maîtrise, avec lesquels on échange, puisque finalement, tout à chacun aujourd'hui traite de données personnelles. Vous avez le boulanger du coin qui va faire une caméra de surveillance, une commune, une grande entreprise, etc. Donc on a des acteurs extrêmement divers. Et là, à mon sens, ça a deux implications encore sur la manière dont on positionne la sanction dans la régulation. La première implication, c'est que la sanction est encore plus structurante en tant qu'œuvre pédagogique. C'est-à-dire qu'on est face à des acteurs qui spontanément ne vont pas aller s'intéresser à l'action de la CNIL. Et c'est la sanction qui permet aussi d'appeler leur attention en disant attention à tel et tel comportement, vous pouvez être sanctionné pour ça. Et la deuxième implication qui est corrélée, c'est le fait qu'il faut que la sanction dans l'approche, et c'est l'une des stratégies répressives qu'on mène, touche tout le spectre des gens susceptibles de traiter des données pour ne pas que les gens se disent finalement les sanctions de la CNIL c'est que pour les GAFAM et tout le reste finalement on peut faire ce qu'on veut avec les traitements de données sans qu'on vienne jamais nous chercher. Donc il y a aussi dans l'usage de la sanction le souci de montrer que la protection des données c'est pas que pour les autres, c'est pas que pour les gros, c'est un peu pour tout le monde. Et la quatrième spécificité qui me paraît important, c'est que dans nos sanctions il y a un enjeu réputationnel
particulièrement fort, puisqu'on voit bien qu'après, ça peut être repris dans la presse sous l'angle violation de données, pillage de données, etc. Et ça porte préjudice forcément aux sociétés, a fortiori pour les acteurs numériques qui font des données le cœur de leur modèle. Et donc, on s'aperçoit aussi que la question de la publicité donnée à la sanction est un élément essentiel dans le contradictoire au moment où la formation restreinte se prononce. Et parfois, pour les acteurs considérés, finalement, la publication va faire plus de mal que la sanction pécuniaire elle-même. Et donc, c'est vraiment un élément important aussi qui est pris en compte véritablement par la formation restreinte comme un élément de proportionnalité parce que, encore une fois, la publicité peut faire plus de mal que la sanction. Voilà quelques petits éléments de réflexion vus de la fenêtre qui est la mienne sur l'autre rive. Merci de cette vue de l'autre rive. On voit quand même ces objectifs de régulateurs qui sont importants et ça rejoint une question qui est posée et c'est qui me permet de faire le lien avec l'intervention de Maître Samuel-An. C'est la distorsion, le risque de distorsion entre ces objectifs des régulateurs et puis la vision de celui qui va subir la sanction, qui a une vision individuelle pour lequel on va demander une personnalisation de la sanction. Et la question qui vous est posée, Maître, c'est comment ce glissement donc, entre objectif du régulateur et nécessité de personnaliser la sanction est ressenti par l'avocat que vous êtes et le conseil. Est-ce que cela influe sur votre accompagnement du mis en cause et donc comment c'est ressenti par le mis en cause cet aspect sanction? Bonsoir à tous. Alors, depuis le début de l'après-midi, on a beaucoup parlé des abus de marché et un peu moins de la situation des assujettis, dont l'AMF est quand même le régulateur, et pour lesquels, évidemment, la commission des sanctions est amenée à prononcer un certain nombre de décisions. Et c'est vrai que la perception de la sanction n'est évidemment pas du tout la même lorsque l'on est, je dirais, une personne physique ou morale qui se présente devant la commission des sanctions et qui n'est pas son régulateur AMF, que si on est un établissement assujetti. Alors c'est vrai que pour examiner le ressenti des assujettis au regard de la sanction, c'est bien de cela que je souhaiterais parler avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les assujettis donc, ont trois types de sanctions qui peuvent leur être imposées, des sanctions disciplinaires, et objectivement, si je partage avec vous ce que disent la majorité de nos clients à l'issue du prononcé de la décision, c'est que pour eux, c'est véritablement perçu en règle générale comme un désaveu du travail des équipes. Et donc, la décision et la sanction est vraiment mal vécue en règle générale. Et c'est souvent considéré comme injuste parce que c'est très démotivant à nouveau pour les équipes qui essayent de faire au mieux dans le respect de la réglementation qui leur est applicable. Ça, c'est pour la sanction disciplinaire. La sanction pécuniaire, je dirais qu'elle n'est jamais insoutenable pour un établissement assujetti. Et d'ailleurs, la commission des sanctions s'attache à prendre en compte un certain nombre d'éléments et de critères, notamment ceux qui ont été dégagés dans le cadre du rapport Noquet, qui permettent de faire une appréciation juste et dans la détermination du quantum de la sanction pécuniaire. Néanmoins, je vous dis, pour les acteurs, c'est toujours perçu comme étant trop élevé parce que ça se cumule avec les plans de remédiation qui sont extrêmement coûteux. Et le troisième élément, qui est un élément de sanction, qui vient d'être évoqué à ma gauche, c'est quand même la publication non anonymisée des décisions. Parce que ça, ce n'est pas en tant que tel dans les textes établi comme étant une sanction. Néanmoins, c'est probablement celle que les assujettis craignent le plus en raison des risques réputationnels qu'ils en portent et de la stigmatisation publique que cela provoque, a fortiori lorsque les griefs notifiés ont été remédiés. Donc sur ces trois
je dirais, type de sanction, voilà quelle est la réaction des établissements assujettis. Ce qui est une certitude, c'est que l'ouverture, déjà le contrôle sur place, l'ouverture d'une procédure de sanction et a fortiori la décision, ont toujours des conséquences et un impact chez les établissements assujettis. Ils vont tirer de cet audit de la mission de contrôle un certain nombre d'enseignements et les mettre en pratique en remédiant à un certain nombre de reproches qu'ils ont pu lire à travers de rapports de contrôle, voire mettre en place des actions d'amélioration. Donc, c'est un cercle, je dirais, vertueux, parce que ça amène systématiquement les assujettis à s'améliorer, et ça développe, il faut le dire aussi, une certaine aversion au risque qui n'est pas nécessairement inutile dans certains cas. La question qui est posée, c'est quand même de savoir, puisqu'on a parlé de bras armés, un tiers, deux tiers, etc., la question c'est de savoir est-ce que véritablement la sanction est un bras armé ou à tout le moins un outil de régulation. Alors moi je vais peut-être choquer certains, mais pour moi ce n'est pas le cas. Parce que ce n'est pas la sanction en elle-même, c'est la décision qui est la plus intéressante. C'est la motivation qui permet de dire si le grief est retenu ou est rejeté et pourquoi. C'est ça qui fait que tous les acteurs de la place, évidemment, lisent avec une attention très importante toutes les décisions rendues par la commission des sanctions de l'AMF. Donc, à nouveau, ce n'est pas la question de la sanction elle-même, c'est plutôt l'importance de ce que cette décision et de sa motivation va permettre de donner à la place. Et ça, c'est exactement ce que vous citez, le caractère pédagogique de la décision, donc il ne s'adresse plus de manière individuelle à l'acteur qui est mis en cause, mais qui s'adresse à toute la place. Ça fait, je pense, n'avoir jamais raté un colloque de la commission des sanctions de l'AMF, et ça fait quand même très très longtemps que cet caractère pédagogique a été intégré dans la réflexion, que ce soit à la COP déjà, à l'AMF, à la CPR. Ce caractère pédagogique, il est extrêmement important, mais objectivement, il n'y a pas un responsable de conformité sur la place qui ne va pas tirer la substantifique morale d'une décision rendue, qui ne va pas essayer d'appliquer à son dispositif en place les enseignements qui ressortent d'une décision qui est rendue. Et ça va passer par le renforcement du corpus procédural, par la formation des équipes, par une augmentation des moyens, qu'il s'agisse des moyens techniques, financiers, et le cas échéant par la réalisation d'audits faits soit par le contrôle périodique, soit par un tiers. Mais c'est dans toutes ces situations-là que le caractère pédagogique s'illustre et est extrêmement important, en tout cas pour le praticien et pour les assujettis. Alors nous, les avocats, comment nous intervenons? Alors, de savoir comment moi je réagis à une sanction, je dirais, c'est pas véritablement intéressant. Je ne me cache pas que sur certaines décisions, je suis plus ou moins déçu. Mais ça, je dirais que c'est l'exercice même de la profession d'avocat. Néanmoins, ce qui est plus intéressant, c'est de l'accompagnement que nous donnons à nos clients, donc assujettis. Et là, je dirais que l'accompagnement, il se fait à tous les étages. C'est-à-dire aussi bien en amont, parce que de ce caractère pédagogique, on tire la substantifique morale et on est en mesure d'accompagner nos clients pour mettre en place des dispositifs, améliorer leur process, etc. Donc ça, c'est véritablement un point qui est très important. Mais c'est évidemment au moment des missions de contrôle, parce que selon la taille des établissements, ils ne sont pas tous armés pour suivre correctement une mission de contrôle, et on sait combien c'est important. Donc, je veux dire, pour certains établissements,
Nous sommes là aussi pour leur rappeler les méthodologies, les bonnes pratiques, l'obligation de coopération, de respecter des délais, etc., de sorte à ce que les choses, le contrôle se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il peut arriver que la mission de contrôle ait des positions juridiques un petit peu spécieuses, ou en tout cas étonnantes, et que l'on soit interrogé sur ces positions développées par une mission de contrôle. Et donc là, on va donner évidemment à notre client notre vision de l'application de ce point juridique spécifique. Et alors, évidemment, on va aider notre client à répondre dans le tableau d'observation qui est adressé à l'issue de la mission de contrôle et du rapport définitif. Et en parallèle, parce que c'est tout aussi important, on va aider notre client à mettre en place des actions de remédiation, parce que là aussi, une mission de contrôle de l'AMF, c'est souvent perçu comme étant extrêmement invasif, c'est certain, mais néanmoins, objectivement, ça fait toujours progresser les établissements, même si c'est parfois assez douloureux, mais c'est un fait. Bon, très bonne nouvelle. Voilà. Vraiment, on en est ravis. On n'entend que des douces choses, que vos clients progressent, qu'ils lisent tous nos décisions. Vraiment, je pense que les membres de cette commission vont se coucher heureux ce soir. Merci. Alors, on intervient quand même ensuite devant la procédure, dans le cadre de la procédure. Alors, on va parler d'autres sujets encore. Voilà, on a d'autres sujets qui, devant nous, à propos justement de l'évolution de la situation, avec deux sujets que nous avons prévu d'aborder, si le temps nous le permet. Et tout d'abord, la question de la procédure. De la procédure qui a été maintes fois évoquée dans l'après-midi, par ces décisions de jurisprudence très importantes, en particulier celle du Conseil constitutionnel sur le droit de se taire. Mais c'est donc une procédure qui est en constante évolution. Alors, je me tourne vers le secrétaire général de l'AMF pour avoir son regard sur l'évolution de cette procédure et sur l'évolution du rôle du régulateur, et ce qui pourrait être l'occasion pour lui éventuellement de répondre à une question pour clarifier la méthodologie d'aiguillage pour les enquêtes entre le PNF et l'AMF. Si le cœur vous en dit. Non, pas de souci. Merci beaucoup, Sophie. Je vais être assez bref parce que je pense que sur l'évolution de la procédure, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. On en prend évidemment acte et comme je l'indiquais, on est en amont. Donc, quelque part, là, c'est une rétroaction. Cela étant, quand quand je décide d'ouvrir une enquête, plus rarement un contrôle, mais qu'il peut y avoir une dimension pénale, ça se vérifie en cours d'enquête, c'est vrai qu'on sait qu'il va arriver le moment de l'aiguillage. Alors, le premier point, sans révéler le grand secret, c'est évidemment, on se parle régulièrement avec le PNF. Et on échange sur les sujets. Et par rapport, le cas échéant à l'aiguillage, mais honnêtement, ce n'est pas les sujets de discussion premiers. C'est aussi sur, les dossiers que nous avons et que nous partageons quelque part. Pourquoi ? Parce que l'AMF fait des enquêtes, même si ça va aller au PNF, et souvent, si je prends l'exemple des réseaux d'initiés, on sait que ça va aller au PNF, l'immense majorité des cas, puisqu'il faut des moyens d'enquête pénale, on leur apporte tout ce qu'on peut, puisqu'on est mu par le même objectif. C'est là où je parlais du chapeau, c'est peut-être pas la meilleure expression, mais en tout cas, voilà, c'est le cadre qui est quand même que quand on identifie des gens dont on dit que le comportement est nuisible, sur tous les aspects, on met en œuvre les moyens qui sont. Donc on n'a pas de difficulté, pour le dire autrement, sur l'aiguillage, même si les textes en la matière sont relativement flous. La procédure, elle est claire, avec des délais qui sont respectés et relativement serrés, donc ce n'est pas un motif de décalage d'enquête. Et puis ces échanges permettent d'assurer une fluidité dans nos relations. Donc en tout cas, comme je l'ai indiqué, il n'y a jamais eu de désaccord sur les dossiers que prend le pénal. Ensuite, ça, j'ai envie de dire, c'est ce qui est le plus visible ou en
compétition telle que c'était vu, mais elle existait avant. L'évolution qu'il y a eu au moment du nebis in idem, c'est que comme le parquet national financier s'est créé, c'était une centralisation par ailleurs. Pour le coup, je pense que c'est un facteur de facilitation pour nous, puisqu'on a un interlocuteur. De l'autre côté du spectre, j'ai envie de dire que dans les procédures, nous, enfin, l'AMF, l'autorité, hein, c'était avant que j'arrive évidemment, mais a milité pour avoir plus de procédures. Le professeur Frison-Roche a évoqué la CGIP. Alors, l'élément correspondant pour l'autorité des marchés financiers serait la composition administrative. Là, on a un sujet d'articulation aussi, et c'est au niveau de la poursuite, donc, collège, les commissions spécialisées, entre le choix entre renvoyer une notification de grief, quand il y a une notification de grief, vers la commission des sanctions ou en composition administrative. Là, par rapport à ce que vient de dire Maître Samuelian, c'est quelque chose de très intéressant, parce que sur le fond, en termes d'impact pour l'assujetti, c'est peut-être vu de manière différente, mais au niveau du quantum de sanctions, il n'y a pas de différence. Il peut peut-être y avoir une appréciation un peu nuancée en termes d'impact de la non-anonymisation, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, c'est le fait que c'est nominatif, parce qu'il y a un peu moins de publicité, mais c'est public. Voilà, donc, non, la vraie différence, c'est qu'il y a d'un côté une sanction, de l'autre une transaction, c'est quand même pas exactement la même chose, et sans doute en termes d'impact pour les marchés publics ou autres, enfin voilà. Et puis, il y a, en revanche, par rapport à ce que vous avez dit, quelque chose où la commission des sanctions, vous avez de nouveau le contradictoire, le rapporteur, un rapport, une séance publique, une décision qui fait quand même des dizaines de pages, alors qu'une composition administrative, c'est moi qui les signe, elles font plutôt des pages, mais moins d'une dizaine. C'est rare que ça dépasse une dizaine. Donc par rapport à la motivation, c'est consubstantiel, c'est normal. C'est pas une critique de la composition administrative, je serais malvenu de le faire. Mais c'est vrai que le rôle de la commission de sanctions en termes de pédagogie pour la régulation est indéniable comparé à la composition administrative. Alors on y réfléchit pour essayer de donner un peu plus de force pédagogique à la composition administrative. On le fait notamment dans les contrôles, lors de nos journées RCCI, RCSI, où on en fait une synthèse, pour le coup, là, en ne donnant pas les noms, mais pour identifier les principaux points d'attention. Mais c'est bien pour dire que spontanément, effectivement, le côté pédagogique et donc en faveur de la régulation de la commission des sanctions est là, et c'est pour ça que, évidemment, quand il y a, par exemple, débat sur est-ce que ça pourrait être composition administrative ou commission des sanctions, ça peut rentrer en ligne de compte des motifs de choix. Dernier point, parce que j'ai parlé des contrôles des RCCI, RCSI, parce que j'ai la chance d'être à côté de professeur Frison-Roche. On essaie de s'adapter à la montée en puissance de la compliance. Donc, je ne sais pas si je fais l'entonnoir à l'envers en disant le plus important, le pénal, commission des sanctions, composition administrative et compliance. Mais c'est important, et c'est la supervision pour nous avec des interlocuteurs qui sont évidemment les RCCI et RCSI. C'est cette articulation, et nous, on s'efforce vraiment de soutenir ces interlocuteurs pour qu'au sein de leur entité, ils aient des capacités d'agir. Et c'est pour dire qu'on ne se met pas forcément en situation de se dire qu'à chaque fois, c'est nous qui avons, enfin, que nous sommes les seuls acteurs bras armés, cerveau, cheville ouvrière, peu importe. C'est aussi au sein des entités, et ça participe de ça. Donc c'est le grand tout. Mais bon, là, on introduit une dimension privée, pas uniquement publique par rapport à ma première intervention. J'arrête là, Sophie. Ah, mais vous avez été parfait, Sébastien. Vous avez même fait la liaison avec la suite. La question que j'allais poser à Marianne Frison-Roche, c'est la réaction, l'impact de l'introduction de la compliance, cette question que vous avez introduite. Il me semble que la grande évolution, elle est quand même là. Hein, elle est dans l'arrivée du droit de la compliance, dont la CNIL a joué sa part, hein, comme toutes les autorités de régulation. C'est vraiment très frappant que il y a une définition faible. Souvent, on dit que, alors à ce moment-là, que c'est de la conformité, qui est juste des opérateurs passifs qui devraient obéir à la réglementation, puis s'ils n'obéissent pas mot à mot, ils seront sanctionnés. Et puis, il y a une définition forte qui est mise en place
par justement, alors pour le coup, les régulateurs pour accomplir leur mission, que ce soit la CNIL, l'ARCOM, l'autorité de la concurrence, bien sûr l'AMF, sans doute la CPR aussi, qui est que les régulateurs reprenant ce que leur demandent les textes, c'est-à-dire voulant que leur mission soit effective et veulent qu'il y ait une attractivité du marché financier, par exemple, ce que je me suis autorisée à appeler des buts monumentaux, parce que c'est pas évident quand on est une autorité de se dire je vais faire en sorte que le marché financier français soit attractif et néanmoins intègre pour les investisseurs étrangers, d'internaliser dans les opérateurs la tâche, elle est quand même très lourde, de faire en sorte que ces buts soient effectivement atteints. Donc ça, c'est la définition du droit de la compliance. Et donc, une fois que les opérateurs assujettis, mais à ce moment-là, ils ne sont plus assujettis, c'est des alliés. Ça a été tout à fait bien décrit aussi en vous écoutant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à l'intérieur, il y a les services il y a tous les services stratégiques. Il y a ceux qui sont en charge de l'information, il y a ceux qui sont en charge de l'informatique, il y a les services juridiques, il y a tous ceux qui arrêtent la stratégie globale dans l'entreprise, qui vont agir. Et notamment, quand on regarde les textes, les corpus réglementaires de compliance, un des piliers majeurs, c'est la formation. Et donc, c'est les entreprises elles-mêmes qui doivent, à travers des programmes de remédiation, faire en sorte que les gens dans les entreprises comprennent, adhèrent à la réglementation financière, comprennent pourquoi est-ce que l'AMF existe, à quoi elle sert et pourquoi elle leur demande des choses comme ça, et pas seulement vous dans les journées de formation que vous organisez. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que le droit de la compliance va complètement transformer le rapport entre le régulateur et les entreprises régulées qui, à ce moment-là, se mettent à devenir supervisées. Effectivement, il y a un grand lien entre la compliance et la supervision que va exercer le régulateur. Je crois qu'effectivement, comme vous le dites tout à fait bien, à l'occasion d'une sanction, mais ce n'est qu'à cette occasion-là, cet exercice de pédagogie en continu avec les entreprises supervisées va pouvoir s'exercer, et s'exercer beaucoup mieux, parce que comme les entreprises supervisées, elles sont souvent globales, le régulateur lui-même va voir son efficacité et sa puissance accrue, puisqu'il va pouvoir avoir une action qui va s'étendre au-delà de son périmètre qui, parce que lui est un organe de l'État français, par exemple, va pouvoir avoir une puissance qui va dépasser les frontières françaises. Donc c'est une bonne alliance qui est ainsi atteinte, la sanction étant ainsi servie par cette perspective de régulation. Belle alliance. Alors, Maître Samuelian, est-ce que vos entreprises assujetties se sentent des alliés? Alors, je ne répondrai pas directement à votre question. Est-ce que c'est une forme oui ou non? Ça sera un peu court et sûrement pas illustratif de la réalité. Néanmoins, c'est vrai que sur les plus de 30 dernières années, on a vu les comportements, que ce soit les comportements des assujettis et du régulateur, beaucoup évoluer. C'est vrai qu'à l'origine de ces évolutions, il y a eu un certain nombre de crises ou de scandales, mais néanmoins, je pense qu'il y a des évolutions significatives qui ont été faites. Côté assujettis, j'en citerai au moins 3. La première, c'est véritablement le renforcement des équipes de conformité. Il y a 30 ans, il y avait la conformité compliance il y a 30 ans, elle venait exclusivement des établissements anglo-saxons, ça existait très peu parmi les établissements français, et il y avait des moyens très limités. Aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'établissement assujetti, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas un certain nombre de moyens et que ça n'a pas été renforcé.
La deuxième évolution, c'est ce que moi j'appelle la mise en œuvre d'une logique qui est véritablement une approche préventive par une conformité native. C'est-à-dire faire en sorte de ne pas avoir à remédier, faire en sorte que dès l'origine, le lancement d'une activité, le lancement d'un produit, on s'assure nativement que le produit ou l'activité va être conforme. Et ça, c'est une évolution qu'on observe, je dirais, chez les assujettis depuis un peu moins de 5 ans. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup aidé par les outils, qui est notamment l'IA, puisque ça fait partie désormais des outils qui sont à disposition des assujettis, et ça permet, cette conformité native, d'avoir ce caractère très d'alliance, je dirais, avec le régulateur. Côté AMF, on a aussi, de mon point de vue, observé des évolutions importantes. La première, je dirais, en tant que praticien, c'est une approche plus pédagogique des services de l'AMF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à avoir un échange, que ce soit la gestion de l'actif, avec la direction juridique, on arrive à avoir ce type d'échange quand on est un assujetti, le cas échéant quand on est son avocat, ce qui, à nouveau, participe de ce travail commun entre le régulateur et l'assujetti. L'AMF a multiplié les vecteurs d'information à destination des assujettis. On a, grâce à tous les travaux qui ont été menés, la journée de la CSI qui a été citée, le rapport des contrôles SWOT, le groupe FinTech, d'ailleurs avec la CPR, puisque généralement les PSI sont également régulés par la CPR. Donc, on a tous ces vecteurs de transmission d'informations qui participent également à ces travaux. Et enfin, même si pour moi on en est au balbutiement, l'AMF accepte d'avoir un certain niveau d'échange pour rechercher une solution pragmatique, opérationnelle à un sujet donné. On est, je vous le dis, assez loin encore de ce qui peut se faire par d'autres régulateurs étrangers, notamment de l'autre côté de la Manche. Mais voilà, je trouve que l'AMF progresse dans ce sens, ce qui est toujours important. Et ça impose, en tout cas à l'avocat qui accompagne ces établissements, d'avoir évidemment une très bonne connaissance des outils, parce qu'aujourd'hui, c'est par ces outils qu'on va arriver à avoir cette conformité native dont je parlais. Donc la question, c'est plutôt maintenant, quelles sont les évolutions qu'on attend encore? Donc, alors, beaucoup de sujets encore, mais peut-être qu'il est temps de donner la parole à notre cousin d'Amérique pour avoir ses réactions sur cette évolution, justement, vue de son point de vue d'un autre régulateur. Merci beaucoup. Effectivement, sur les évolutions, elles ont été assez nombreuses concernant la CNIL sur la période récente, et j'en identifie 3 qui, à mon avis, peuvent résonner avec ce que j'entends de vos problématiques. Le premier enjeu pour nous, il a été de passer à l'échelle en matière d'action répressive. En réalité, on avait une commission des sanctions qui était assez luxueuse procéduralement, qui impliquait aussi beaucoup de nos commissaires, et on se rendait compte que pour toucher justement le bas du spectre, ce que j'évoquais tout à l'heure des responsables de traitement, sur des manquements bien balisés, c'était finalement beaucoup de bruit pour pas forcément grand-chose. Et c'est ce qui a conduit la CNIL à demander au législateur, et ce que le législateur a fait en 2022, à mettre en place une procédure de sanctions simplifiée avec une économie procédurale beaucoup plus légère, des sanctions plafonnées à 20 000 € et une absence de publication, en écho à ce qu'on évoquait tout à l'heure, et ce qui nous permet aujourd'hui de disposer de 2 outils complémentaires. La procédure de sanction ordinaire pour les grosses sanctions qui ont une vocation
pédagogique, et la procédure de sanction simplifiée pour des petits manquements qui répondent aussi à des plaintes qui nous sont déposées et qui permettent de montrer que la CNIL peut toucher un peu tout le monde, y compris des plus petits responsables de traitement, et qui discipline en réalité collectivement sur cette question de la protection des données. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui en 2024, enfin l'année dernière en 2024, sur 90 sanctions, il y en a 70 qui ont été prises dans le cadre de cette procédure simplifiée, une vingtaine dans le cadre de la procédure ordinaire. Le deuxième enjeu, et je pense qu'il est commun au vu de ce que j'entendais tout à l'heure, c'est d'immuniser les sanctions qu'on rend contre une contestation croissante, puisque effectivement, à mesure qu'on rend des sanctions assez importantes en termes de montant, celles-ci se retrouvent systématiquement contestées directement devant le Conseil d'État. De notre côté, ça implique deux choses. D'une part, d'être procédurellement irréprochable, et donc on a eu aussi notre saga droit de se taire qui s'est fini par une QPC début août. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous a pas mal mobilisés. Et sur le fond, on a aussi le souci, et là ça renvoie à d'autres pans de l'action de la CNIL, de créer un droit aussi prévisible que possible pour pouvoir ensuite sanctionner en disant vous ne pouviez pas ne pas savoir. Et typiquement, on voit que le RGPD pose quelques principes en termes de sécurité, en termes de minimisation, où si on n'en explicite pas la teneur, il y a quand même une imprévisibilité qui est ensuite quelque chose qui est mobilisé au contentieux en disant finalement, on n'avait pas totalement les règles du jeu, donc vous êtes illégitime à nous sanctionner, et a fortiori à nous sanctionner aussi fort. Donc c'est vraiment aussi dans la perspective de crédibiliser la sanction en aval que maintenant, en amont, la CNIL essaye d'avoir une activité de production de droit souple. Le professeur Frison-Roche y faisait écho tout à l'heure, pour expliciter au maximum les règles du jeu. Et le troisième enjeu qu'on identifie dans la période récente, c'est de conserver un pouvoir de sanction lisible dans un contexte d'interrégulation. On a eu la chance sous la précédente mandature européenne d'avoir un vrai foisonnement de textes avec le paquet numérique. Donc on a eu le Digital Act, le DGA, le RIA, le RPP, qu'est-ce qu'il y a eu encore, la fin du RGPD, le DMA, le DSA. Donc on a une multiplication des régulations qui évidemment ont des angles d'approche différents, mais pour autant, pour partie, il y a un recoupement dans le champ. Et ça nous pose deux enjeux aujourd'hui. Un premier enjeu qui est celui de la lisibilité de l'action, parce qu'en fait, le RGPD, on peut en contester la logique, et j'imagine que certains dans la salle ont eu à en subir les conséquences, et voilà, donc il ne fait pas l'unanimité, mais au moins, il a une logique forte et une cohérence interne assez forte. Là, la difficulté, quand on a une prolifération de textes, c'est de continuer à donner du sens dans un cadre beaucoup plus complexe. Donc ça, c'est le premier temps sur la quête de sens, et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Et le deuxième temps, c'est évidemment de discuter avec les autres régulateurs, parce que sur tous ces textes, la CNIL est généralement compétente pour un bout, mais d'autres autorités, que ce soit l'ARCEP, l'ARCOM, d'autres entités vont pouvoir réguler et sanctionner. Et donc nous, notre enjeu, c'est vraiment de discuter avec tous ces nouveaux partenaires, qui ne sont pas des partenaires naturels pour la CNIL, puisque finalement, on a normalement notre terrain de jeu assez balisé. Et l'objectif de cette discussion, à mon sens, c'est d'éviter à la fois les redondances. Là, on rejoint le ne bis in idem, mais plus globalement, éviter le côté plusieurs régulateurs qui vont taper sur le même champ, et d'éviter tout autant ce qui est, à mon avis, une aporie tout aussi problématique, c'est les injonctions contradictoires, où finalement, en croisant les régulations, on voit bien que l'assujetti ne sait plus ce qu'il doit vraiment faire, parce qu'il se retrouve pris en étau. Donc voilà un peu les trois enjeux récents dans l'exercice de notre pouvoir de sanction au service de la régulation. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis soumise à une injonction contradictoire, le plaisir de vous écouter, et puis un rappel qui revient régulièrement, attention au temps, attention au temps, attention au temps. Donc voilà, je partage. Et on aborde le dernier temps de cette table ronde qui est liée à l'évolution liée au caractère international et européen. Ça a été évoqué dans la première table ronde, 90% des enquêtes qui nécessitent une mobilisation internationale, et évidemment ça va se retrouver sur tout le reste de la chaîne. Donc Marianne Frison-Roche, quelles sont vos réactions par rapport à ce caractère de plus en plus international de la régulation ?
Moi, alors, d'abord, je ne suis pas régulateur, donc je suis moins angoissée qu'un régulateur ou qu'une commission des sanctions. Et d'autre part, dans la mesure où le droit de la compliance est internalisé dans les entreprises, l'entreprise, elle, a moins cette question de la frontière. Je vais prendre juste dans une des dimensions de l'internalisation de la charge de compliance, c'est l'enquête interne, si je peux en dire un mot, parce qu'une des injonctions qui est faite par notamment le régulateur, c'est de dire, en tout cas en France, faites donc un peu à ma place l'enquête interne et à propos, rapportez-moi les preuves que éventuellement j'utiliserai d'ailleurs contre vous plus tard à l'occasion, ou bien nous pourrons faire une composition administrative, ou bien dit en même temps, d'une façon parallèle, nous ferons une CGIP. L'enquête interne, comme ce n'est pas venu des réglementations, mais de la seule puissance de management de l'entreprise, c'est étonnant de l'appeler interne, puisqu'en réalité, elle est naturellement internationale. Donc, dès l'instant que vous internalisez dans une entreprise qui a pour outil le contrat, qui par nature est international, et le management, qui est par nature international, où on utilise l'adjectif interne pour désigner un mécanisme purement international, il n'y a pas de problème de connexion, puisque la compliance, c'est quelque chose qui est par nature international. C'est pour ça que ça convient si bien pour le numérique, par exemple. Merci beaucoup. Alors, donc, le numérique subit de façon très positive cet impact international. Effectivement, de toute façon, nous, on est tenu par la logique du RGPD qui part du principe qu'on est sur un champ numérique avec des acteurs transfrontaliers, de sorte qu'il y a une coopération européenne qui a été prévue dans le texte de façon très organisée. En gros, il y a les traitements qui sont nationaux, les traitements où le responsable de traitement est en dehors de l'Union européenne, auquel cas c'est l'autorité nationale qui s'en occupe. Et puis à l'inverse, tous les autres traitements, dès lors que c'est transfrontalier, on désigne une autorité chef de file qui va être celle qui instruit, et tous les autres vont alimenter la procédure et l'irriguer pour faire avancer la réflexion. Ce schéma, il est honnêtement de guichet unique, il est à la fois le plus rationnel et le plus adapté vu les acteurs dont on parle. Il est quand même porteur de deux enjeux pour nous aujourd'hui. Le premier enjeu, c'est d'obtenir une harmonisation des points de vue entre régulateurs. Vous le savez, c'est un secret pour personne. Il y a beaucoup d'acteurs du numérique qui aiment se localiser soit en Irlande, soit aux Pays-Bas, de sorte que leur interlocuteur naturel, ça va être l'autorité irlandaise ou l'autorité néerlandaise. Et nous, dans ce cadre-là, il y a un vrai souci de pouvoir porter nos messages et notre vision de régulation auprès de nos homologues pour qu'ils l'endossent. Pour avoir un ordre d'idée là encore, 60% des sanctions infligées dans le cadre du RGPD depuis 2018 ont été infligées par l'autorité irlandaise, encore une fois, pas parce qu'elle est particulièrement diligente, mais parce que quantitativement, c'est elle qui accueille les gros acteurs. Donc il y a un souci de lobbying fort dans une logique de guichet unique, parce que sinon le risque, c'est qu'en fait, on tape, nous, à notre échelle nationale, sur des petits, mais que les plus gros échappent à une régulation forte. Le deuxième enjeu, évidemment, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans la mécanique européenne avec l'échange entre régulateurs, ça ralentit les process. Ça met à chaque fois aussi, chacun va apporter sa petite touche, sa sensibilité. Et donc, dans ce cadre-là, nous, notre préoccupation, c'est de trouver le bon équilibre entre faire participer l'ensemble des autorités concernées et en même temps conserver une forme d'efficacité dans la procédure. Il y a un règlement de procédure qui a été adopté au niveau européen pour justement essayer de fluidifier ces process qui avaient tendance à un peu s'éterniser au fil du temps. Et donc, on espère que ça va permettre d'améliorer la situation dans les mois et années à venir. Merci. Maître, votre réaction par rapport à cette internationalisation? Alors peut-être juste avant de parler de répondre à cette question, on n'a pas tout à fait terminé sur les évolutions attendues. Or, c'est vrai que, puisque j'ai la chance d'avoir ce micro, je voudrais m'orienter sur deux points spécifiques qui concernent la commission des sanctions, qui pourrait être amélioré de mon point de vue en termes procéduraux. Le premier point, c'est que, et même la présidente l'avait largement évoqué lors de son discours de clôture l'année dernière, les droits de la défense et le respect des droits de la défense sont extrêmement importants et on y est tous extrêmement attachés.
il y a un de ces droits de la défense qui n'est pas parfaitement respecté au niveau de la commission des sanctions, c'est le fait que le représentant du collège ne vienne pas répondre de manière écrite et en amont aux observations qui sont déposées par le mis en cause et que l'on découvre à l'audience les arguments que le représentant du collège va faire valoir, tout comme les arguments et les documents sur lesquels il va reposer son argumentation pour s'opposer à la position de la défense. Ça, j'estime, de mon point de vue, que ce n'est pas respecté parfaitement le contradictoire. De la même façon, l'appel 24 heures ou 48 heures avant, toujours du représentant du collège, pour vous donner le montant des sanctions et la sanction pécuniaire qui va être demandée à l'audience, ça n'est pas non plus parfaitement respecté le principe du contradictoire. Si je le compare avec la procédure qui existe devant la commission des sanctions de la CPR, où j'ai la chance d'aller aussi souvent que devant la commission des sanctions de l'AMF, les choses sont différentes. Et voilà, j'aimerais éventuellement que ce point-là soit mis sur la table, parce que ça faciliterait grandement sur ces sujets techniques les échanges entre les assujettis dans le cadre de la procédure. Le second point, c'est une question de temporalité, parce qu'il s'écoule un délai extrêmement long entre le rapport définitif de contrôle et la décision de sanction. Et généralement, évidemment que l'établissement a remédié pendant cette période. Donc ça donne une vision au marché qui n'est pas tout à fait exacte. Et donc, je sais bien qu'on ne peut pas encadrer par des délais la mission de contrôle. Il n'est pas question non plus d'encadrer par des délais la procédure devant la commission des sanctions, même si la commission est extrêmement attentive à respecter des délais assez courts. Néanmoins, il y a une période entre les deux, qui est la prise de décision sur les suites à donner au rapport de contrôle, qui, elle, pourrait être, à mon sens, raccourcie. Aujourd'hui, en tout cas, dans ce que l'on voit en moyenne, c'est 6 à 7 mois, et pour prendre une décision de suite, et probablement, ce délai-là pourrait être réduit. Donc voilà les deux évolutions sur lesquelles je voulais absolument partager avec vous mon point de vue. Alors, je vous demande juste, dans le respect du contradictoire, un droit de réponse. Bien sûr. Juste en 1 minute, comme je suis aussi maître des horloges et que mes doigts vont être très fortement tapés, pour vous dire qu'il est très compliqué de trouver un équilibre entre donner un droit de réponse aux réquisitions du collège et donner du temps pour pouvoir que la défense puisse répondre, et puis en même temps être l'œil sur la temporalité, qui est pour nous une obsession, parce que nous pensons justement que l'avantage de cette procédure administrative, entre autres, c'est une grande efficacité et une rapidité. Donc la temporalité, c'est pour nous une obsession, et c'est donc évidemment une préoccupation que l'on a lorsqu'on réfléchit à éventuellement influencer, sachant que, à ma connaissance, le montant de la sanction n'est pas communiqué au pénal avant. Donc, donc maintenant, je vous demande juste, sans vous priver du droit de me répondre, mais malheureusement, il faut qu'on avance, de vous exprimer éventuellement sur l'aspect international, si vous le souhaitez. En 3 minutes, c'est vrai que l'aspect international pour les établissements assujettis qui ont leur tête de groupe en France, c'est un sujet qu'on vit au quotidien, puisque nécessairement, elles ont ces têtes de groupe comme mission de piloter et superviser leurs dispositifs, et que ce soit évidemment en France, mais partout dans le monde. Donc nous, c'est vrai qu'en tant qu'avocats spécialistes, on va les accompagner dans chacune des juridictions dans lesquelles elles sont implantées pour pouvoir décliner opérationnellement et dans le respect des règles locales, puisque selon qu'on est déjà hors UE ou dans l'UE, les règles ne sont pas du tout les mêmes. Quant aux attentes des régulateurs, y compris dans l'UE, compte tenu des différences de, on va dire, transposition
et de soft law, là aussi, on a tout un enjeu à faire valoir qui n'est pas si simple, ce qui nous oblige à constituer ce qu'on appelle des équipes multijuridictionnelles, même si à force de fréquenter les régulateurs à travers de la planète, on a une meilleure idée de leur façon de réagir, de fonctionner. Néanmoins, voilà, c'est notre rôle que d'assurer une vraie cohérence dans la déclinaison des dispositifs des filiales à l'étranger de tête de groupe français. Merci beaucoup. Donc, Sébastien Raspiller, votre réaction par rapport à cette internationalisation, sachant que nous avons une question qui a été posée qui interroge sur le montant des sanctions au regard des sanctions des autorités étrangères. Donc, ce n'est pas sur les sanctions prononcées, mais déjà sur les sanctions demandées, hein, que vous pouvez peut-être apporter votre réponse. Peut-être trois éléments pratiques au quotidien pour nous liés à l'internationalisation. Le premier, c'est est-ce qu'il y a un impact du champ territorial pour nous de rétrécissement à date sur notre activité. En tout cas, on a la capacité, même si l'acteur n'est pas étranger, s'il y a un lien territorial, de pouvoir agir. On en a eu la démonstration avec un cas emblématique qui a donné lieu au prononcé de la plus importante sanction par la commission des sanctions, validée par le Conseil d'État, alors même que c'était une société de gestion de droit anglais. Mais les fonds étant de droit français, ça peut être le fait. Il y a bien d'autres exemples. Mais je reviendrai peut-être plus à la fin sur la question plus générale de l'impact sur notre action et notre champ d'action. Le deuxième, c'est l'approche des différents régulateurs est-elle convergente ou divergente, notamment au sein de l'Union européenne. Ça va me permettre de répondre à la question. Il y a donc l'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers, qui commence à publier un rapport sur les sanctions qu'elle a publié le premier en 2024. Elle va publier prochainement le prochain. Bon, on voit une hétérogénéité entre pays de l'Union européenne, ce qui n'est pas une surprise, mais même avec des pays qui ne sanctionnent peu, voire ne sanctionnent pas. Et là, pour le coup, je fais appel à mes mémoires dans d'autres fonctions. Dans les discussions, notamment européennes, sur des textes, lorsqu'on attaque la partie sanctions, c'est très compliqué parce qu'on voit bien qu'il y a des traditions nationales très fortement ancrées et très différentes, avec pour certains manquements une dimension qui est forcément pénale dans certains pays, où l'administratif leur paraît totalement absurde, ou enfin étranger, et où des textes européens vont l'imposer. Très bien de prévoir ça, mais on se doute bien que ça ne va pas être spontané d'aller dans cette voie, quand bien même un texte européen leur a dit de le prévoir. Au contraire, il me semble que la France est partie de ces pays qui ont une tradition de la sanction administrative qui est bien plus établie, voire dans certains domaines où on a évoqué dans la première partie de la table ronde, où il peut y avoir un sujet d'articulation avec le pénal. Troisième point, c'est la collaboration avec les régulateurs. Parce que quand on mène une enquête, comme vous l'avez rappelé Sophie, je t'ai dit en première table ronde, 90%, c'est même plus 95%, je pense, contiennent une dimension internationale où il y a effectivement nécessité pour nous, pour nos enquêtes, d'interroger un de nos homologues. Alors, je prends un exemple, est-ce que vous l'avez rappelé, les marchés financiers pas de frontières. Sur le marché d'un titre français, on va intervenir un prestataire anglais qui a exécuté un ordre pour le compte d'une entité singapourienne qui a comme bénéficiaire effectif un résident américain. Ça, c'est le quotidien. Il faut interroger la FCA britannique, la MAS de Singapour, la SEC américaine, séparément, avec des délais de réponse qui peuvent être parfois en parallèle, mais le plus souvent en cumulé. Et là, je vous ai évoqué des autorités avec qui la collaboration se fait de manière plutôt rapide. Donc évidemment, ça a un impact, comme l'a indiqué Vincent, sur les délais, sur les choses. Nous avons quand même la chance, et je dois le dire, de disposer d'un instrument international extrêmement efficace, au moins en relatif, qui est le MMOU de l'OICV, donc IOSCO en anglais. Il a été créé en 2022, suite aux attaques du 11 septembre 2021. Il a été adopté par plus de 130 pays, donc on est au moins autant que l'ONU et pas loin de la FIFA. Et c'est un véhicule essentiel de la coopération entre régulateurs. L'AMF fait partie avec la SEC et la FCA des trois principaux utilisateurs de ce MMOU. Bon,
à la fin, la dernière question qui est, est-ce que ça va avoir un impact Je vais faire une pirouette. L'intitulé de la table ronde, c'est quel rôle pour la sanction dans la régulation? Évidemment que la dimension européenne a un impact sur cette question, mais démontre déjà par l'absurde, au moins par la contraposée, que la sanction a bien un rôle dans la régulation. Si, comme le dit Vincent, et nous l'observons dans nos domaines, des acteurs choisissent une localisation, c'est peut-être pas uniquement pour la qualité du dialogue avec le régulateur et si son accueil est sympathique et le café est meilleur ou pas, c'est peut-être aussi parce que c'est plus facile, avec l'interprétation des règles qui peut être avec des nuances, et parfois plus laxiste. C'est aussi peut-être parce que le risque de la sanction, la probabilité d'être sanctionné et, s'il y a sanction, l'intensité, peuvent différer. Ça, à ma connaissance, il n'y a pas d'études sur ce sujet au niveau de l'Union européenne et ça me paraît être un impensé profond de la supervision en matière des marchés financiers, peut-être dans d'autres domaines par ailleurs, mais encore une fois, vu d'où on part avec des points aussi hétérogènes nationaux pour de bonnes raisons, il me semblerait utile que la Commission européenne ou autre institution européenne se penche sur ce sujet. Merci. Ça lui fait du travail. Alors, il me reste 3 minutes et je vais essayer de répondre à quelques-unes des questions qui ont été posées. Une question pour vous. À qui bénéficie le montant des sanctions pécuniaires dans un contexte international avec le système de guichet unique? Malheureusement, à l'autorité chef de file, donc c'est-à-dire à l'autorité qui héberge l'établissement principal de l'acteur considéré. Donc, très simple. Une question pour vous, Maître Samuelan. Vos clients poursuivis pour abus de marché craignent-ils plus le pénal ou l'AMF? Vous avez 10 secondes. Évidemment, le pénal. Voilà. Très bien. Alors, une autre question qui suggérait que nous prenions pour modèle la SEC pour lancer une procédure civile et non administrative, parce que du point de vue des victimes d'abus de marché, la notification de grief étant confidentielle, c'est très difficile de déclencher un procès au civil après la condamnation de l'AMF, parce que les victimes sont passées à autre chose. Moi, je me permets quand même de relever que ces derniers temps, au tribunal de commerce de Paris, il y a eu un certain nombre d'actions qu'on appelle actions suiveuses, parce qu'elles se situent dans la continuité d'une condamnation prononcée par l'AMF, bien que, en principe, la faute est différente. Donc, finalement, ce n'est pas la faute reconnue par l'AMF qui déclenche le préjudice, mais les conseils, souvent, utilisent cet élément. On peut même penser que ça va se développer, parce qu'avec les textes sur l'action de groupe, et en plus la dualité des fautes pénales et civiles ou fautes, disons, de droit administratif répressif et fautes civiles, c'est une dualité qui est de plus en plus, on va dire, relative. Donc, on peut penser que ce type d'action, non seulement va se multiplier, mais qu'éventuellement, les régulateurs vont être instrumentalisés pour fournir des preuves à l'action civile étant l'action principale visée par ceux qui vont aller se plaindre aux régulateurs, qui vont être utilisés pour activer leur pouvoir probatoire. Sachant qu'un manquement administratif n'est pas nécessairement une faute civile, bien sûr, et que la responsabilité civile nécessitera de toute façon la réunion des 3 conditions, oui, la mais faute, le droit de la le préjudice. Oui, mais le droit de la responsabilité civile est en train d'évoluer puissamment dans sa définition du manquement, du dommage et du lien de causalité, avec des propositions de présomption sur les 3 éléments. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la conclusion. Et il me reste, dans les 15 secondes qui me restent, 9, à remercier les participants de cette table ronde pour la qualité des échanges. Et j'espère que nous avons réussi à répondre à cette dure question. Quel rôle pour la sanction dans la régulation? Merci beaucoup. Merci.